Cette vidéo est sponsorisée par Oli, une marque assez confidentielle, je sais pas si vous en avez entendu parler. Oh, vous étiez là? Je vous avais pas vu. Vous connaissez Oli? Oui? Tant pis. Oli, c'est une marque made in Europe de boissons en poudre sans aspartame et aux arômes et colorants naturels. Ça va jusque là, vous suivez? Oli propose des energy drinks, des milkshakes, des boissons hydratantes et des iced tea. C'est ce que je bois le plus, perso. Et mon foie va très bien. Alors les boîtes sont jolies, pratiques à stocker, plus écolo à transporter, on peut jouer au chamboule-tout avec, mais surtout c'est sans sucre. Et on est nombreux, je pense, à avoir développé une addiction au sucre. Mais franchement, buvez de l'eau, quoi! Ça c'est bien comme intervention, c'est super utile. Puis c'est vrai que tout le monde n'est pas au courant. Évidemment que je vais pas vous vendre Oli comme plus sain que l'eau, je suis pas débile. Et vous non plus. Mais on est beaucoup, je pense, à consommer des boissons sucrées au quotidien. C'est un fait. Et c'est pas avec des injonctions moralisatrices et culpabilisantes que le problème va se régler. Vous avez déjà essayé de dire à un fumeur « Mais franchement, respire de l'air, quoi !» Et ça a marché. Donc oui, si comme moi vous voulez passer des boissons sucrées aux boissons sans sucre, eh ben Oli c'est plutôt pas mal. Vous avez une large gamme de saveurs, je les ai toutes testées, et à part le vanille framboise, lui si je le crois je lui fais ravaler son petit sourire de merde, je les trouve toutes délicieuses. Bah moi je trouve ça dégueulasse. Et ça s'entend parfaitement. Mais le mieux, c'est peut-être de vous faire vous-même votre avis. Non, je dis ça parce qu'il existe des packs découvertes pour tester 7 parfums de 3 gammes avec en prime le shaker de votre choix. Comme ça, si vous aimez pas, bah au moins vous avez un shaker. Avec le code promo MrFox5, bénéficiez de 5 € de réduction sur votre première commande. Et avec le code MrFox, c'est 10% de réduction sur toutes vos futures commandes. Alors, vous aussi, découvrez Oli, bien calé devant Wally. Ou mille et une pattes, hein, les deux sont bien. Holy. Les Guignols de l'info. Voilà une émission culte qui a marqué au fer rouge le paysage médiatique, culturel et politique français. À la base, simple programme humoristique et satirique censé prendre le relais du non moins culte JTN des nuls, les Guignols sont rapidement devenus des icônes, des commentateurs politiques, des marqueurs temporels, presque des instantanés de leur époque. Ceux qui sont nés après les années 2000 n'en ont peut-être pas bien conscience et voient l'émission comme un simple programme comique un peu daté, avec des répliques cultes, comme les nuls justement. Mais à leur époque, les Guignols, c'était un vrai sujet de société, très sérieux et évoqué partout. Si je vous dis Johnny Hallyday, vous pensez à quoi? Ah que coucou ah. Et voilà, vous ne pensez pas au chanteur, vous pensez à une onomatopée stupide. Je connais beaucoup d'hommes politiques qui regrettent de ne pas être choisis par les Guignols. Non, mais on me dit, mais il faut pas regarder. Mais il faut savoir ce que c'est, même si vous regardez pas. Mais dans la rue, on vous en parle. Les enfants vous en parlent. Oli, Waddle. Ah, ils font un tabac, les Guignols, hein. Ah oui, mais je vous ai vu l'autre jour, vous étiez très bien. Les Guignols, on sait très bien de quoi procède leur humour. C'est un humour dévastateur, irrespectueux. On sait que ça procède de ça. Un humour. On sait ce que c'est. C'est pas les Guignols, c'est pas Laurent Gérard ou Ruquier. C'est quelque chose de terrible. C'est terrible. Faut pas interdire, ça c'est clair. On leur a reproché d'être cruels, méchants, moralisateurs, d'avoir fait élire Chirac et tuer Bérégovoy, mais on les a aussi sacrés meilleurs éditorialistes de France. C'était le média d'information numéro 1 chez les 18-25 ans et les blagues de l'émission pouvaient être évoquées au premier degré dans le débat public. Le monsieur te demande si tu as coupé l'herbe sous le... Arrêtez ce jeu stupide. Premièrement, le monsieur vous demande si vous allez enlever ou pas l'impôt sur la grande fortune. Ou monsieur Strauss-Kahn, Monsieur Strauss-Kahn, je n'ai pas encore perdu tout à fait Louis. Ça va, monsieur Chirac? Franchement, doucement. Un peu fatigué. Non, c'est toujours mes problèmes de dos. Ça pique un peu. Sinon, ça roule. C'est vrai que tout naturellement, quoi, ma première question, ça a été de lui demander ça pique vraiment et tout, parce que c'était le joke de l'époque. On a un point commun, vous et moi, c'est qu'on est quotidiennement sur l'antenne de Canal, moi à midi en direct, et vous par marionnette interposée au Guignol, qui vous représente depuis quelques jours, le dos plein de couteaux, de haches et tout, et vous font dire obstinément, ça pique. Alors, est-ce que ça pique? Oui. Pas tellement, finalement. Ce sont des couteaux qui ne sont pas très fortement enfoncés. Un peu quand même? Un peu. Faut pas le contester. Et il m'a répondu, quoi. Donc, il y avait un moment donné comme si l'image des Guignols devenait un vrai élément réel du débat. Et quand même, c'était pas n'importe quel débat, parce que c'était les présidentielles. J'ai pas envie de me retrouver au deuxième tour contre l'autre crevure, là. C'est maladure. Pas de polémique. Et quand ils disent les mains écartées, quand ils vous font dire les mains écartées,
Pas de polémique, vous dites excellent. Pas de polémique. Pas de polémique. Excellente formule. Ils étaient vraiment considérés comme très influents et donc potentiellement dangereux. Certains politiques voulaient les interdire, mais d'autres observateurs les encensaient. C'était le cas par exemple de Serge Alimi et de Pierre Bourdieu. Ouais, le Pierre Bourdieu. Dans le milieu du journalisme, où peut-on trouver un système de sanctions et de récompenses? Comment va se manifester l'estime envers un journaliste qui fait bien son métier? Le seul embryon critique que je vois, ce sont quelques dessins de Plantu ou l'émission des Guignols de l'info, qui sont des analystes extraordinaires. Si leur influence s'est petit à petit réduite au fil du temps, jusqu'à leur annulation après un sabotage de l'Empire Bolloré, encore aujourd'hui, certaines personnalités conservent l'image de leur guignol, et certaines de leurs expressions sont passées dans le langage courant. Mais qu'est-ce qu'il y connaît, lui? Moi je dis qu'on est des gens qui s'entraînent et que si on est dopé, c'est à l'insu de notre plein gré. Non, Richard, ne soyez pas naïf. Ouais, cette réplique à la base, c'était une blague. C'est une fusion aléatoire de à mon insu et de mon plein gré. Mais aujourd'hui, les gens l'utilisent au premier degré. Et de la même manière, la marionnette de Chirac a fusionné l'expression tomber pile et au poil. Voilà, pile poil. Créant ainsi la locution pile poil. Pile poil. Qui est encore utilisée aujourd'hui. Pareil que lui, pile poil. Bref, les Guignols ont marqué plusieurs générations de spectateurs. Et notamment la mienne. Abreuvé aux cassettes des best-of annuels, j'ai pu vivre et revivre une partie de l'histoire politique et médiatique de France grâce à eux. C'est une émission qui a enrichi mes connaissances politiques, j'y ai appris un certain nombre de choses, mais qui a également forgé ma conscience politique. Les Guignols était une émission anti-système, anticapitaliste, antiraciste, qui n'a pas hésité à se mobiliser contre l'extrême droite, contre la guerre en Irak, contre l'ultralibéralisme, l'escalade sécuritaire des années Sarkozy. Bref, Les Guignols était une émission engagée, comme on n'en fait plus aujourd'hui, et c'est une émission qui a participé à me construire en tant qu'adulte et citoyen, et qui a fait de moi le blagueur de gauche que je suis aujourd'hui. Et ça fait un moment que j'ai envie de faire des vidéos YouTube sur les Guignols de l'info. Si je ne suis pas un archiviste complet et passionné comme peuvent l'être d'autres amoureux de l'émission, j'ai malgré tout vu et revu les best-of de nombreuses fois, à tel point que je suis devenu une petite encyclopédie des Guignols pour mes collègues vidéastes, à consulter en cas de besoin d'un extrait précis. Bien sûr, ce matin, le marché s'est réveillé avec une demi-molle, mais croyez-moi, en fin de séance, il avait une belle gaule, le marché a le gourdin et il vous le met profond. Seulement, quelle vidéo produire? Je vais pas faire une vidéo sur l'histoire des Guignols, elle ne ferait que répéter celle de Mea en moins bien. Je vais pas non plus refaire un top 25 de mes sketchs préférés comme j'ai pu le faire il y a 15 ans. Oh, 15 ans. Putain, 15 ans! Je vais pas le faire parce qu'aujourd'hui, Canal+ est très tatillon sur le fait de diffuser des sketchs complets sans justification. Ça ferait sauter ma chaîne YouTube. J'y ai donc longuement réfléchi sans rien trouver de probant. Jusqu'à récemment. J'ai revu ces derniers mois de vieux best-of avec une amie un poil plus jeune que moi, et assez souvent elle me questionnait sur les événements évoqués dans les Guignols. À quoi ce sketch fait référence? Que s'est-il passé pendant cette période pour que les Guignols bloquent dessus plusieurs fois? Qui étaient Daniel Ducruet, Jean Tibéri, Jean-Marie Messier, Philippe Séguin, et pourquoi il était représenté en sadomaso? Cloue-moi le gland sur le bureau et tire-moi en arrière. Et je me suis rendu compte qu'à force de les regarder et de me renseigner sur ce que je voyais, eh ben j'arrivais à répondre à ces questions. Ce qui m'a donné une idée. Aujourd'hui, je vous propose de retracer le parcours d'une personnalité passée à travers sa représentation dans les Guignols. Pourquoi ont-ils appuyé ce trait de caractère? Quel événement a forgé cette incarnation? À quoi ce sketch fait-il référence? Bref, se servir d'un Guignol pour dresser le portrait de son modèle. Et à tout seigneur, tout honneur, j'ai décidé de commencer par le visage de l'émission, sa marionnette la plus connue, la plus reconnue, aujourd'hui plus aimée que son modèle. Et non, je ne parle pas de Jacques Chirac. Voici Patrick Poivre d'Arvor. Mesdames, messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver. Très bonne soirée à tous. Juste le temps de vous dire deux choses que je dis depuis 10 ans. Vous regardez trop la télévision et ciao, bonsoir. Alors pourquoi Patrick Poivre d'Arvor? Eh bien parce que pour beaucoup de spectateurs de l'émission, la marionnette de PPDA n'était que l'animateur de l'émission. S'il est bel et bien né d'une caricature de Patrick Poivre d'Arvor, il est vite devenu dans la tête des spectateurs PPD. Ça va PPD? Oui, ça va, mais enfin... Tu veux dire aussi? Ça va PPD? Et qu'est-ce que je dois dire, moi? Ce que tu veux. Bah rien, vous pouvez y aller maintenant. Vous regardez trop la télévision, bonsoir. Voilà, d'accord. PPD, c'est le présentateur des Guignols, l'animateur du journal qui a survécu au licenciement de son modèle, le porte-parole des auteurs, un symbole plus qu'une caricature, un personnage de l'émission plus qu'une représentation tirée du réel. Une vision que les auteurs des Guignols confirment. Je crois que c'est devenu notre PPD à nous, en tout cas devenu emblématique de l'émission. Et c'est vrai que le jour où vous partez en retraite en Bretagne, le nôtre va continuer, quoi. PPD, c'est
c'est les Guignols c'est PPD aujourd'hui. Ouais, moi j'ai tendance à penser ça, hein, que ce sont vraiment deux créations autonomes. Alors bien sûr, PPD a une place à part dans les marionnettes des Guignols, les auteurs en parlent comme d'un interprète, un relais de leur voix, habitant pleinement son rôle de journaliste. PPD était censé poser les questions que les journalistes, les vrais, ne posaient pas, et nous on était censés montrer pourquoi la personne interrogée ne répondait pas. Mais en réalité, PPD n'a jamais cessé d'être Patrick Poivre d'Arvor. Et nous allons redécouvrir ensemble comment cette marionnette a incarné un journaliste, un magouilleur et un prédateur sexuel. On ne peut pas dire que le prédateur n'est qu'un guignol agité derrière la caméra. Représentant société, cherchant employé, de très mauvaise foi, sournois, détraqué, un battant, bâtard, hilar à l'abattoir, un unique vouloir, le pouvoir, animal social, humain, méprisable, harcèlement moral, insatiable, vivant selon ses lois, rien à foutre de moi, beau gosse, psychotique, pervers, narcissique, piquer ma place à la fin de l'année, ma société n'embauche que des psychopathes. La marionnette de PPD est née en 1988, en même temps que le premier prototype de l'émission, Les Arènes de l'Info. À cette période, PPD se partageait la présentation avec Anne Sinclair, puis avec Christine O'Krent. C'est à cette époque qu'a eu lieu la première rencontre entre la marionnette et l'original, qui saluait déjà à l'époque le travail d'imitateur de Yves Lecoq. Il a, je trouve, je parle d'Yves Lecoq, très bien saisi le timbre. Non, pour la modulation, il y a peut-être à redire, mais sur le timbre, il est formidable. On pourrait moduler encore beaucoup plus. Voilà. Mais bon, là il me plaît. Là, il me plaît. Je vous laisse avec l'original qui est beaucoup plus performant. A l'inverse d'autres journalistes du milieu, le vrai Poivre d'Arvor n'a généralement eu que des paroles bienveillantes à l'égard des Guignols, allant parfois jusqu'à louer leur justesse et légitimer leur travail. Je dis qu'ils ont une vision de la vie qui est la leur, ils ont leur histoire tout court même d'ailleurs, qui est une histoire visiblement plus contestatrice qu'un certain nombre de gens qui sont bien installés dans ce métier, notamment parmi les journalistes français de la presse écrite. Bien sûr qu'on fait deux types de journalisme différents, de la même manière que Plantu ou Wolinski font des journalismes aussi très efficaces, moi que je respecte beaucoup, que j'admire. Ils taclent, ils tatanent, et ils ont raison, ils sont dans leur boulot, quoi. Moi je suis là pour relater les faits, et eux sont là pour les exagérer, les déformer, s'en amuser. Chacun son job. Hein. La dérision, oui, la dérision c'est intéressant, puis c'est normal. Et puis on leur appartient, on n'a qu'à pas faire je veux dire, on n'a qu'à pas apparaître publiquement. Voilà. Ça, c'est un personnage, c'est un personnage. Je dis généralement parce que ça lui est quand même arrivé d'être assez amer sur le sujet. Dans le livre Le pouvoir des Guignols de Yves Deray et Laurent Guez, sorti en 1998, il est quand même assez chonchon. Je ne suis pas obligé de dire bravo à ces gens qui me cannibalisent. Ils font une utilisation commerciale de mon image avec des cassettes vidéo, des CD-ROM. J'ai l'impression qu'un fantôme hante ma vie. Bah, elle est là, hein. Qu'est-ce que vous voulez je vous dise je ne l'ai pas suscité, je l'ai pas demandé. J'ai toujours été étonné de voir que certains s'honoraient pratiquement comme d'une légion d'honneur d'avoir leur tête en latex dans une émission. Bon, chacun ses choix. En tout cas, moi, je les ai toujours laissés libres de faire ce qu'ils veulent. Toujours ? T'es sûr ? Parce que là, c'est quand même marqué que si tu as envisagé de porter plainte, mais que tu t'es ravisé en espérant que ton élégance sera payée en retour. On va voir que non. En réalité, avec le temps, Poivre d'Arvor a fini par sympathiser avec sa marionnette, ayant bien compris qu'elle lui faisait beaucoup plus de bien que de mal. Sa sympathie pour l'émission lui fera même remplacer sa marionnette lors d'un JT spécial pour les 20 ans de l'émission. Il faut dire que, de son propre aveu, il se reconnaît plutôt dans sa marionnette. Nous sommes en 2009 et vous regardez trop la télévision, bonsoir. Nous sommes donc en 2009 et certains disent que vous regardez trop la télévision. Bonsoir à tous. Il a l'air dubitatif, d'après ce que j'ai vu, dubitatif, ce qui est d'ailleurs mon cas, souvent très sceptique quant à la qualité des réponses qui lui sont fournies. Donc il a un regard très distancé sur la chose. Et profondément, je pense que c'est mon cas. Mais je l'exprime d'une manière peut-être différente. Bon, cette interview date de 1999 et on va voir ensemble que Poivre d'Arvor a non seulement la mémoire courte sur certains événements passés, mais aussi qu'il a mal anticipé certains aspects de sa caricature. Allez, rembobinons un peu la cassette. Alors Patrick Poivre d'Arvor, c'est un journaliste.
Et à ce titre, sa marionnette reflète en partie l'opinion que les auteurs se font du journalisme. Et ce portrait, il n'a jamais été très reluisant. Par exemple, on a régulièrement vu les Guignols se moquer de ce besoin compulsif de créer de l'info à partir de rien du tout. Ulysse, à l'heure qu'il est, on ne peut rien dire, c'est ça? Ah non, on ne peut rien dire, c'est extraordinaire, on ne peut rien dire du tout. Oui, on vous écoute, Ulysse. Eh bien, je vous le confirme, on ne peut rien dire du tout. Pour l'instant, on dépouille encore les bulletins en Floride, donc rien à dire. Très bien, allez-y. Non, Patrick, rien de rien. Vous me l'avez déjà demandé 40 fois depuis ce matin et je vous l'ai dit, il se passe rien. Oui, même pas un petit truc. Que dalle. C'est fini maintenant tout ça, Patrick. Et Fifi, Nini, fini. Faut oublier, hein, faut plus nous appeler du tout, Patrick. Ciao. Eh bien, allez-y, Ulysse, on vous écoute. Eh bien, que dire, Patrick? C'est la question. J'ai bien des mots qui me viennent, mais c'est surtout à base d'insultes, comme lâche-moi, connard, tu fais chier du con, j'ai rien à dire, trop duc. Oui, je vous entends, Patrick, vous commencez sérieusement à me casser les couilles. J'ai répété 10 000 fois qu'il se passe plus rien ici. Non, mais je me disais, bon, on ne sait jamais, des fois que... Mais il y a des fois, il n'y a pas des fois que, Patrick. Maintenant, je vais être obligé de le dire clairement devant tout le monde, tu m'emmerdes, Patrick. Hein? Donc, toujours pas le nom du président des États-Unis, Ulysse. Merde. On vous écoute, Ulysse. Merde, je te dis. Pas avant 48 heures. Ok, on vous rappelle dans 10 minutes. Oh, il est lourd, lui. C'est un procédé un peu vicieux du monde de la télévision, surtout pendant les moments d'attente, quand l'information tarde, et notamment dans les soirées électorales. Oui, donc Patrick, je n'ai pas le chiffre de la participation. Bah, dépêche-toi, je te bute, toi. Mais les Guignols ont surtout critiqué, parfois avec beaucoup de virulence, la connivence entre les journalistes et les hommes de pouvoir. Alors on pourrait faire toute une émission sur la façon dont les Guignols ont représenté le journalisme de connivence, cette complaisance avec le pouvoir, cette agressivité avec l'opposition. Alors on va essayer de se concentrer sur PPD. Et PPD... c'est un journaliste de TF1 comme les autres, avec les mêmes biais que les autres. Dans ce sketch qui représente TF1 comme une maison close où les invités choisissent avec qui ils vont passer du bon temps... Mesdemoiselles, messieurs, en place. Bonjour. PPD y est présent non pas en tant qu'animateur des Guignols, mais en tant que Patrick Poivre d'Arvor. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui? Un moment avec Patrick? C'est un de vos préférés, je crois. Oui, mais pas aujourd'hui. Cette représentation-là, elle n'a pas attendu les années 2000 pour s'exprimer. PPD était déjà montré comme complaisant avec les personnes de pouvoir, notamment au moment de la candidature d'Édouard Balladur en 1995. Les auteurs exprimaient à travers sa marionnette la servilité des médias français envers Édouard Balladur. Au vœu de la presse d'Édouard Balladur, le Premier ministre a remercié les journalistes. Et je vous propose de revenir sur cette image. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonne année. Merci du soutien que vous avez apporté à mon gouvernement. Monsieur le Premier ministre, première question. Est-ce que vous allez bien? Une bonne question. En tout cas, la France va mieux. Pour l'amour du ciel, ayez au moins l'air de me houspiller un peu, cela devient gênant. Globalement, je crois que je n'ai pas à me plaindre de vous. Enfin, il me semble pas. C'est peut-être le fait que je n'ai pas une nature très exigeante. Encore des mots, encore. Oh oui, c'est doux. Vous êtes beau. Mon Dieu. Oh, mais arrêtez-vous, bordel! C'est pas vrai, ça, hein? Debout là-dedans! Monsieur Chirac. Oh, bah quand même, c'est inouï, ça! Putain, mais posez des questions, faites votre boulot, bon sang! Et de la même manière, il a illustré le spectaculaire retournement de veste de TF1 au moment où Chirac est devenu plus populaire que Balladur. Monsieur Chirac, bonsoir. Tiens, bonsoir. Et monsieur Moujotte. Bonsoir, monsieur Chirac. Ah, bonsoir. Ça faisait longtemps. Oh non, pas tant que ça. Ah, 2 ans, pile poil. Nous aussi, on l'aime bien, monsieur Chirac. Chirac a admirablement bien géré la ville de Paris. Chirac a été un très bon Premier ministre. Il a une expérience politique admirable. Il ne reste plus qu'à être le plus nombreux possible pour le soutenir, pour lui donner les moyens d'une politique généreuse et sociale. Mais qu'est-ce qui se passe, qui ne soit ni de droite ni de gauche. Qu'est-ce qui se passe, Jean Edern? Mais toi, l'homme le plus libre qui soit, tu prends une langue de valet. Allez, bonne émission, Jacques. Sympa, hein? Ah putain, ça change du vigile de la dernière fois, hein. PPD était représenté en chien de garde comme les autres, un engrenage de la machine TF1, avec un cynisme assez décomplexé. Jacques Chirac est donc élu avec 52,1% des voix. Tout de suite la réaction de Gérard Carrérou. Bon, je pense qu'on va en baver pendant quelques mois. Vu ce qu'on a soutenu Balladur tous les deux, on a plutôt intérêt à jouer profil bas et à pas la ramener. Justement, Alain Simam avait organisé à l'intérieur de TF1 un petit sondage, un sondage pratiquement grandeur nature. 280 personnes, et bien figurez-vous qu'on arrive à 52,8. Oui, 52,8 pour Jacques Chirac. On avait du nez finalement. Hein. Mais bon,
Bouygues a autant besoin de l'État que l'État a besoin de Bouygues, donc dans 6 mois, ça devrait se tasser. Non mais je vous demandais une analyse politique, Gérard. Bah c'est ce que j'ai fait. Donc, au boulot. C'est tout un écosystème qui est critiqué à travers la marionnette de Poivre d'Arvor, et ce directement dans sa manière de gérer les interviews. Ça a toujours été le cas et ça l'est encore aujourd'hui. Les journalistes ont tendance à être agressifs avec les figures contestataires, l'opposition. Vous savez qu'on nous annonce encore des remboursements de médicaments. Là vous déviez un peu, il n'y a pas de nouvelles Martine Aubry. Quel est l'objectif d'appeler à faire la grève des raffineries notamment? C'est d'empêcher les Français de mettre de l'essence en fait. Oui, madame. Et plus bienveillant à l'égard des personnalités fortes, parfois jusqu'à l'excès. Et puis à la pénibilité, ça n'existait pas jusqu'à présent. Dites-le, c'est une avancée sociale. C'est vrai, ça n'existait pas jusqu'à présent. Pour beaucoup d'enfants, vous êtes l'homme qui a voyagé dans la malle. Oui. Vous avez vraiment voyagé dans la malle? Eh ben PPD, c'est pareil. Il est dur avec les personnalités faibles, comme Bayrou, qu'il tutoie. T'es un gros mollasson complètement nul. Et je sais, oui. Mais non, là, t'aurais dû me remettre à ma place. Et serviable, voire soumis avec les personnalités de pouvoir. Un retour à l'ordre moral qui fait plaisir, hein, qui remet de l'ordre dans un pays qui allait un peu dans tous les sens, avec toute cette liberté-là qu'on avait de faire tout ce qu'on veut. Trop de liberté tue la liberté, monsieur. Staline. Non, c'est de moi. Ah, c'est bien aussi. Et si une personnalité change de statut, la marionnette de PPD va passer d'obstiné et condescendant. Mais... Quoi, c'est moi le patron, t'y connais rien en foot. Mais... Je suis sélectionneur, moi. Mais... Ouais. Vous n'arrivez pas à choisir, hein? À une véritable carpette. Je reçois Aimé Jacquet. Bonjour, Aimé. Bravo, merci, pardon. Aimé, je suis... En fais pas de trop, toi, hein? Donc dubitatif face à son interlocuteur, ça dépend de l'interlocuteur. Ce plateau du lendemain des législatives de 93 est très parlant sur le sujet. La sanction est rude. Ouh là là, qu'elle est rude. Ah, s'il vous plaît, monsieur Fabius. Monsieur Chirac, vous êtes le maître du jeu, maintenant on a gagné. Enfin, je veux dire, vous... Enfin, c'est pas le monde, ça! Calmez-vous! Et oui, parce qu'en 1993, le parti de Jacques Chirac, le RPR, gagne les élections législatives. Il va donc y avoir une nouvelle cohabitation entre François Mitterrand, président socialiste, et le RPR, un parti de droite. Et la dernière cohabitation de ce genre n'a pas vraiment réussi à Jacques Chirac, rappelez-vous. Je ne suis pas le Premier ministre, et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Lui, c'est une victime. Il pense exister en passant à la télé, alors que dans 2 minutes, tout le monde l'aura oublié. Du coup, PPD, il est content parce que la droite va être au pouvoir, ce qui va favoriser TF1. Sauf que Chirac, lui, il aurait préféré que la gauche reste au pouvoir et continue de baisser dans les sondages. Enfin, c'est super quand même, écoutez, c'est chiant. Rude. Je ne comprends pas. Ah, ça suffit, monsieur Fabius, vous commencez à énerver un petit peu tout le monde, là. Non, excusez-moi, monsieur Chirac, mais il m'agace, il vous coupe tout le temps. Alors certains vont me dire, oui, enfin bon, les auteurs, ils ont quand même dit qu'il était un peu leur voix, qu'il était dubitatif et critique face à ses invités, donc bon, il n'est pas que un laquais du pouvoir. C'est déjà un personnage de fiction. Donc nous, le nôtre, en fait, des fois, il est en dessous. Et le nôtre, en fait, on s'en sert pour dire, pour donner notre avis, en fait. C'est-à-dire qu'il a ce regard dubitatif sur les choses que vous avez aussi. Mais il y a un détachement chez vous qui est fascinant. Bon là, ils l'ont dit en face de lui, mais en soi, c'est pas faux. D'ailleurs, il est souvent arrivé que la marionnette de PPD balance des punchlines mémorables en conclusion de ses interviews. Non, là, il faut vraiment voir un médecin, c'est grave. Pourquoi? Je ne vous plais pas comme ça. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? De la prison. Et puis il y a un jeu dans lequel la marionnette de PPD, à l'inverse de son modèle, n'a jamais voulu jouer, c'est le jeu de l'extrême droite. Comme je l'ai dit, Les Guignols était une émission profondément antiraciste et très critique de toute la propagande d'État qui a été menée sur l'insécurité, notamment quand Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur. On n'a peut-être pas le même maillot, mais on a la même passion. Ah là, oui, les auteurs se sont toujours positionnés clairement en étant sans pitié avec les dérives fascistes de Sarkozy, avec des sketchs très inspirés sur le sujet, allant jusqu'à faire 3 vraies et pleines minutes de silence pour réfléchir face au boucan des réactions racistes des vrais JT. État policier, maintenant, l'état d'urgence... Non, pardon, là, excusez-moi, je peux plus. Pardonnez-moi, mais j'en ai marre depuis 3 semaines, là, ce racisme, tous ces mots. On n'arrête pas de parler, les avis, les déclarations, les phrases choquent, les provoquent. Bon, j'en ai marre de relayer tout ça. Hein. La télévision est responsable de
On est en boucle, là. Puis je suis responsable, moi aussi. Il y a trop de mots, trop de fausses terres, maintenant. D'ailleurs, combien de temps il nous reste, là? 3 minutes? Très bien, on va s'offrir 3 minutes de silence, juste pour réfléchir. Sans avis, sans commentaire, sans rien. Cette dénonciation peut aussi se faire par la position de PPD. Parfois pernicieux, en faisant dire aux personnalités ce qu'ils ne voulaient pas dire, parfois avec une position de candide, de confus, synthétisant bien docilement le discours médiatique ambiant pour en pointer les absurdités. Sinon, t'as pas trop galéré pour t'intégrer? Bah non, je suis français, je suis né à Concarneau. Bah, je suis français, je suis né à Bondy. Mais ouais, mais c'est pas pareil. Ah bon? Pourquoi moi je dois m'intégrer et toi non? Non, mais je pensais à cause la violence, avec tout ce qu'on voit à la télé, là. Puis la culture, c'est pas la même, vous devez vous intégrer, vous. C'est-à-dire, je suis déjà né en France et j'ai envie d'y rester, je vois pas ce que je peux faire de plus. Bah, je sais pas, s'intégrer, quoi. Mais comment? Comme le préfet d'Hermouche, là, je joue au golf, je vais à l'opéra, je vous de baladure. Là, oui, voilà quelqu'un d'intégré. Et c'est un peu là où je veux en venir. PPD n'a pas toujours été cet observateur critique et dubitatif. Et il lui arrivait fréquemment de se faire balader, menacer, houspiller par ses invités, et à moins d'être en face d'une marionnette un peu ridicule comme Chirac l'est devenu au fil du temps, eh ben il répliquera assez rarement. C'est un budget un peu confus et... Ah bon? Il est confus. C'est pas vous qui n'avez rien compris, c'est le budget qui est confus. Bien, d'accord. Non, mais le prenez pas mal, c'était juste une question. Elles sont bien, vos questions. Vous les faites vous-même ou vous avez quelqu'un qui vous livre? Vous reculez sur la loi audiovisuelle et vous faites peur à Madame Boutin. Parce que tu veux me parler de l'audiovisuel, toi? Toi qui devrais être en tôle? Quoi? Monsieur, je m'habille gratuit, je voyage à l'œil et je cogne les photographes. Vous êtes outrancier et marginal dans votre profession, voilà ce que je dis. Voilà. Avec ça, l'audiovisuel, je suis peinard 10 jours minimum. Certains sketchs particulièrement bien écrits le montrent même à son tour piégé face à ses contradictions sur le métier de journaliste. Quand la police intervient dans une cité sensible comme celle-ci, elle y met les moyens. Une centaine de fonctionnaires pour 5 personnes à interpeller. Les forces de l'ordre sont nombreuses, les journalistes aussi. Si c'était pour impressionner les jeunes de la cité des Mureaux, monsieur, 100 policiers, ça suffisait? Oui. D'où cette interrogation, pourquoi 30 journalistes? Je sais pas, pour filmer, pour que ça passe à la télé. Sur 5 prévus, les policiers ne repartent qu'avec 2 interpellés. Le frère et la sœur du principal suspect qui, lui, court toujours. Au-delà de l'apparente imprécision des forces de l'ordre, le maire des Mureaux dénonce une opération médiatique. Mais si ça passe à la télé, ça n'impressionne pas que les jeunes des Mureaux, ça impressionne tout le monde. Toute la France. Ah oui, là, c'est sûr. Hein. Filmer comme on le filme, ça fait peur. Ouais. Aujourd'hui, les jeunes ne comprennent que la violence. Ils font la violence, il faut répondre par la violence. En début de soirée, les habitants du quartier ont eux-mêmes livré 2 jeunes incendiaires à la police. Ah oui, mais non, mais c'est pas possible, ça. Ils peuvent pas faire le coup de l'insécurité une deuxième fois. Ah non, voilà, non, les Français sont très vigilants maintenant. On ne leur refera pas le coup, hein. Ils sont très bien informés, attention. Hein. Par qui, monsieur? Par les journalistes, nous. Eh ben, j'ai plus d'autres questions, monsieur. Bon, bien. J'espère que j'ai pas dit de bêtises. Oui, parce que tout à l'heure, j'ai expliqué que la marionnette de PPD refusait le plus souvent de jouer le jeu de l'extrême droite. Mais ce PPD-là, justement, c'est la voix des auteurs, celui dont parlait Bruno Gassio. Le nôtre, en fait, on s'en sert pour donner notre avis, en fait. Sauf que parfois, pour dénoncer l'omniprésence de ce discours dans les médias, c'est plus malin de montrer les journalistes le relayer bêtement. Et c'est pour ça que je tempère un petit peu le propos des auteurs. Il existe à la fois un PPD, figure autonome et voix des auteurs, qui va dénoncer le racisme ambiant. Il y a surtout un problème de représentation pour les Noirs et les Arabes issus de l'immigration. Comme si nous avions un problème profond de racisme colonial. Et à la fois un PPD caricature de Poivre d'Arvor et du journalisme en général qui va sauter dedans à pieds joints. Attention, j'adore le Maghreb, moi. Ah ça, oui, mais mes parents sont algériens, oui. Ah oui, et ben vous leur direz que j'adore le couscous. Sympa, merci, ouais, je vais leur dire, ouais. Tes parents, ils sont d'où? De Bretagne, de Concarneau. Ah bah bien, tu diras à tes parents, j'adore les crêpes. Le truc c'est que le vrai Poivre d'Arvor, lui, cultivait et cultivera tout au long de sa carrière une image de journaliste engagé, pugnace, teigneux, impertinent. Faut voir le montage qu'il a fait diffuser à la fin de son dernier JT, c'est dingue le melon du mec. Très bonne soirée à tous. Mesdames, messieurs, bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver. Vous voyez autour de moi ce spectacle de désolation. Ce soir encore une page spéciale tout entière au Rwanda. Vous voyez, on est en train de creuser des tombes. Voici l'image que PPDA souhaite que l'on retienne de lui.
celle d'un journaliste, toujours au cœur de l'événement. Il faut s'acharner, Patrick. Et c'est pour prendre à revers cette image de journaliste modèle et prétentieux que les auteurs vont de plus en plus ridiculiser son prétendu professionnalisme. Sur le sujet, il y a un sketch qui est vraiment confondant, c'est son entretien avec Vladimir Poutine au moment des massacres en Tchétchénie. La question précisément des massacres en Tchétchénie sera-t-elle ouvertement abordée lors, par exemple, de la conférence de presse? Les questions qui fâchent semblent avoir été mises de côté, avec notamment l'élimination du leader indépendantiste Maskadov, qui a eu lieu dans des circonstances qui n'ont pas été élucidées. Voilà, je suis donc avec Vladimir Poutine. Monsieur le Président, l'Union européenne ne vous demande aucune explication quant à vos méthodes. C'est un silence insupportable. Le face-à-face commence avec un PPD gonflé à bloc, qui veut des réponses et qui n'hésitera pas à mettre Poutine face à ces contradictions. Nous n'avons pas peur. Alors, y a-t-il eu un missile tiré sur l'école? Les combattants tchétchènes ont-ils commencé à tuer les otages ou est-ce l'armée russe qui a commencé? Nous aimerions apprendre des autorités russes comment cette tragédie a pu arriver. Et face à lui, Poutine ne va rien dire. Alors au début, il est déstabilisé mais tenace. C'est vrai quoi, c'est un peu facile. Vous traitez les Tchétchènes comme des animaux depuis 2 siècles, du coup, ils se comportent comme des animaux et ça justifie que vous les tuiez comme des animaux. Seulement, la première étape, elle est passée sous silence, alors c'est... Mais petit à petit, il va s'aplatir en faisant les questions et les réponses. Vous entretenez le terrorisme un peu quand même, en les traitant comme des animaux. En même temps, si ça se trouve, c'est vraiment des animaux, ils ont ça dans le sang, si ça se trouve, c'est des tueurs congénitaux, ils savent faire que ça. C'est ça? Jusqu'à épouser totalement le discours de la propagande russe. Oui, si ça se trouve, vous êtes encore sous le choc, oui, je comprends. Voilà. Fini? Ah oui, si vous voulez, oui. Et voilà le travail. Vous avez vu comment je te l'ai épinglé, le Poutine, là? Un peu de courage, des bonnes questions, c'est pas compliqué, journaliste. Allez, à la suite. Ah ça, on peut pas dire que PPD soit très réticent à diffuser de la propagande. Hein. L'émission l'a montré relayant joyeusement les éléments de langage de la Maison Blanche pour justifier la guerre en Irak. Bon, on va faire un jeu. Je te dis un mot, tu me dis celui qui vient derrière, ok? D'accord, oui. Bon, Coca. Cola. Hollywood. Chewing-gum. Frappe. Chirurgicale. Bon, dans la propagande de guerre, si on vous parle de frappes très précises, tout ce qu'il y a à comprendre, c'est que c'est nos frappes à nous ou celles de nos alliés. C'est vieux comme la guerre en Irak et l'invention du terme frappe chirurgicale. A 48-hour limited surgical strike. Surgical strikes. Surgical strike. Une frappe chirurgicale à étudier probablement dans les écoles de guerre. Chirurgicale, ça évoque quoi pour toi? La chirurgie, la précision, sauver des vies. C'est le concept ultime, hein. La guerre qui sauve des vies. Une bombe, c'est pas précis. Une bombe, ça tue les gens qu'il y a autour. Donc si on vous parle de frappe précise, on se fout de votre gueule. Ils l'ont montré relayant servilement les propos de Nicolas Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur. Les vieux ne se droguent pas. C'est que les jeunes en scooter, il a dit monsieur Sarkozy. Ah bon, tant mieux. Ah oui, il était temps de faire quelque chose. Et en 1995, au moment des révélations sur le passé de François Mitterrand, la démonstration a été faite de façon totalement explicite par l'intermédiaire de Monsieur Sylvestre. Erst gegen Ende seiner Amtszeit veröffentlichte Briefe belegen, dass Mitterrand zunächst für das Vichy-Regime arbeitete, im Umfeld des von Hitler eingesetzten Präsidenten Pétain. Für viele Franzosen im Nachhinein ein Schock. Oh là, votre président, il a oublié de vous dire des trucs qui l'arrangeaient pas. Oh, le méchant. Bah oui, c'est pas chic, hein. J'ai fait part de mon inquiétude à chacun, et même aux proches, aux familiers, à la famille, en me demandant à qui, sur qui pouvais-je m'appuyer dans ma solitude. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que la solitude d'un médecin, et la solitude d'un médecin du président de la République lorsqu'il se pose des interrogations, lorsqu'il se pose des interrogations et qui se pose des interrogations devant tous les Français. Quelle était la mienne? À qui m'adresser? À vous? Oh, le pauvre journaliste, il vous a pas téléphoné pour vous dire qu'il avait le cancer. Et toi, tu savais pas? Si on me le dit pas, comment voulez-vous que je le sache? Oui, je suis bête. Et ça te serait pas venu à l'idée de faire une enquête? Non, je tiens à mon travail. Ah ouais? C'est quoi ton boulot? Un journaliste.
Dans les faits, Patrick Poivre d'Arvor n'était pas le pire journaliste de sa classe, réussissant à se faire reprendre par Mitterrand ou par Chirac en plein direct. C'est même à cause de ce franc-parler qu'il se fera finalement virer du 20h, à cause d'une petite phrase sur Sarkozy. On vous a vu très à votre aise avec les différents chefs d'État et de gouvernement, presque même un peu excité comme un petit garçon qui est en train de rentrer dans la cour des grands. Est-ce que c'est l'impression que vous avez eue quand vous les avez vus les uns les autres ? C'est très aimable de présenter les choses comme ça. Il y a eu des présentateurs belges qui ont été plus... Un petit garçon, franchement, à 52 ans, Monsieur Poivre d'Arvor, c'est parce que vous avez quelques mois de plus que moi que vous me voyez si jeune. Ça explique peut-être la propension de l'équipe des Guignols à montrer parfois un PPD plus affirmé, plus contestataire et un vrai porte-parole des auteurs, notamment sur les sujets de société comme le racisme. Nuit d'émeute à Clichy-sous-Bois après la mort de 2 jeunes garçons électrocutés dans un transformateur EDF où ils s'étaient cachés. La police ne poursuivait pas ces jeunes, selon le ministère de l'Intérieur, mais elle était intervenue plus tôt lors d'une tentative de cambriolage. Non mais c'est quoi ce flic-là? Faut pas tous les mettre dans le même panier, il y en a qui font bien leur travail. Bien leur travail. C'est pénible, vous savez, d'avoir la police sur le dos tout le temps comme ça, là. C'est vrai, c'est oppressant, là. Ah oui, tellement oppressant qu'il y en a qui préfèrent se réfugier dans un transformateur EDF. Mais d'une part, il a toujours parfaitement collé à la ligne droitière et sécuritaire de TF1, dont la déontologie était présentée par les Guignols comme de la pure fiction. Claire? Oui, Gérard? Longuet? Bah, on est dessus. Bon, activez-moi ça, je veux des résultats. Ce mec a jamais été jugé, il a été élu démocratiquement, il doit rendre des comptes. Les gens ont le droit de savoir. Et je me fous qu'il soit ministre de la majorité ou de la planète Mars. Je veux la vérité. T'inquiète pas, Gérard, on lâche pas. Oh, la déontologie, hein. Oh là 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 là. Déontologiquement... T'as dit trop vite. J'en ai rien à foutre, Bon. Gérard, j'ai baladure demain dans le JT, il demande les questions à l'avance. C'est ça, ouais, il veut pas non plus qu'on lui choisisse sa cravate. Bah, qu'est-ce que je fais? Fais ton boulot. D'accord, mais il faut que tu me couvres. Il prétend que la France va mieux, je vais lui demander des preuves et des chiffres. Est-ce que vous avez des regrets de campagne sur le calendrier, notamment quand vous avez démarré donc à la mi-janvier, et sur la façon dont vous avez annoncé votre candidature? Est-ce que vous pensez que c'était bien que ça se passe de Matignon? Fais ton travail, je te couvre. Ceci est un docudrama, une fiction inspirée d'un fait divers. Les situations et les personnages sont fictifs et n'ont pas de rapport avec des personnes existant ou ayant existé. Et d'autre part, ce n'était pas du tout le plus consciencieux des journalistes, hein. Mais ça, comme dirait l'autre, on va y revenir. Et ça fait du mauvais sang, j'ai des dossiers compromettants. Diamant contre mes dents, à ma colère contre mes yeux. Contre mes temps. Patrick Poivre d'Arvor n'a pas attendu 2021 et les accusations d'agression sexuelle pour avoir des casseroles au cul, et les Guignols ne se sont jamais privés de les exposer. Une des premières et l'une des plus connues, c'est la fausse interview de Fidel Castro. En 1991, Patrick Poivre d'Arvor rentre tout juste de Cuba et a négocié avec les autorités cubaines une interview de Fidel Castro après une conférence de presse. Sauf qu'une fois la conférence de presse générale terminée, Fidel Castro se retire en laissant le journaliste star de TF1 dans la panade. Quand il reviendra sur l'affaire en 2003 durant un long entretien, il expliquera que bien sûr c'était une conférence de presse, il n'a jamais été question de faire un entretien exclusif. C'était une conférence de presse qui s'est tenue devant 100 personnes. Vous pensez bien qu'il faudrait être bien nouille que d'essayer de faire croire qu'une conférence de presse donnée devant je sais pas, 80, 90, 100 journalistes a pu être une interview qui vous est donnée à vous. L'une des équipes de TF1 l'a interrogé hier à Cuba. Tout le monde a regardé mes propos, j'ai dit précisément qu'il s'agissait d'une conférence de presse, à aucun moment j'ai parlé d'interview, encore moins d'interview exclusive. Bon alors déjà, il nous traite de nouilles, c'est pas très agréable. Et puis bah, c'est marrant parce que sur les images qui ont été captées discrètement sur place, c'est pas vraiment ce qu'il dit. Ce que vous pouvez dire à monsieur Castro, il nous avait promis un quart d'heure pour la télévision française exclusive. Il aurait pu et il aurait dû diffuser des extraits de la conférence de presse sans se glisser dans le montage. Ou alors admettre que les autorités cubaines étaient revenues sur leurs paroles, c'est pas très grave. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Non, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tourné des contre-champs de lui qui pose des questions en écoutant les réponses, et il les a montés avec des images de la conférence de presse. Monsieur le Président, jusqu'alors, la devise de Cuba, c'était le socialisme ou la mort. Est-ce que ça va pas devenir le capitalisme ou la mort? En las condiciones del mundo actual. Steven Spielberg, bonjour. Tout d'abord, merci d'être venu à la Villa Bagel pour cette interview. On est ravis parce qu'on est tous méga fans de vos films. Oui, bonjour, ça va bien, merci. Plutôt malin, certes, mais complètement immoral.
Surtout que ça s'est vu. Quelques semaines après l'événement, le magazine Télérama balance l'info comme quoi il y a eu montage et manipulation d'images. Poivre d'Arvor répond en expliquant que oui, c'était une conférence de presse, mais que c'est bien lui qui a posé les questions et qu'ils les ont simplement reconstituées en studio parce qu'ils n'avaient pas pu poser de deuxième caméra. C'est ainsi que nous avons pu approcher Fidel Castro et lui poser, au cours d'une conférence de presse, quelques questions qui semblent l'avoir irrité. C'est complètement faux. Le journaliste Pierre Carl, que vous connaissez peut-être pour ses documentaires sur le monde du journalisme justement, a réalisé pour France 2 un reportage avec des images inédites qui font striker la vidéo dès que c'est trop long, mais que vous pouvez regarder en entier sur YouTube. Dans ce reportage, on peut voir qu'il n'a posé aucune question, mais qu'il a piqué celle d'une journaliste cubaine qui en plus était assise juste devant lui. Capitalista, la frase de Cuba hoy es socialismo o muerte o capitalismo o muerte. No, es socialismo o muerte. C'est quand même un comble pour cet homme qui, à peine quelques mois auparavant, devant la caméra de ce même Pierre Carl, donnait des leçons de journalisme à tout le monde. Ça, c'est un problème que j'essaie d'éviter, parce que je trouve ça très très mauvais. Ce sont les questions qui sont faites après. Monsieur Fidel Castro, que pensez-vous de l'attitude américaine? Vas-y, t'enchaînes les questions, hein. D'accord, on y va. 5, 4, 3. Ah bon? Et vous? Merci, Fidel Castro. Elle est bonne. Suivante. Les questions réécrites ou refaites, c'est pas bien. Puis en plus, c'est un peu une triche. C'est un peu de la triche. C'est lui-même qui le dit, hein. Donc quand même le culot du gars, quoi. Qu'est-ce que vous diriez à la télévision française pour essayer de défendre ce régime? Qu'est-ce que vous diriez à la télévision française, hein? Vous avez bien entendu. À aucun moment j'ai parlé d'interview, encore moins d'interview exclusive. C'est votre premier livre, 5e livre, qui est bien. 5, 4, 3. Et vous en pensez quoi, vous, monsieur Buch? Castro ne répond évidemment pas à cette question dans la version originale de la conférence de presse, puisqu'il ne s'adressait pas à la télévision française, mais vous allez le découvrir, voilà. C'est en réalité à cette correspondante d'une radio argentine qu'il répondait juste avant. La base du métier, c'est l'honnêteté. On sait déjà que c'est pas l'objectivité, c'est au moins l'honnêteté. Les Guignols vont revenir plusieurs fois sur cette histoire en se foutant ouvertement de sa gueule. Alors Yasser, en exclusivité pour moi, je vous touche, hein, pour bien montrer que c'est pas un montage. S'il te plaît, monsieur PPD, ne touche pas les costumes à Yasser. Je me trouve dans l'impossibilité de vous présenter ce journal car je suis actuellement en train d'interviewer un chef d'État d'Amérique centrale en direct pour la semaine prochaine. Alors général, en ce moment on parle beaucoup des problèmes d'indépendance au Canada, qu'est-ce que vous en pensez? Vive le Québec! Vive! Merci général, à tout à l'heure. Je vous ai compris! Ça c'est du scoop, hein. Alors vous vous dites peut-être que c'est quand même pas si grave, que ça valait pas forcément le coup de s'attarder dessus aussi longtemps. Mais si c'était pas si grave, pourquoi TF1 et France 2 ont fait pression pour censurer le reportage? La chaîne m'appelle, me dit il faut pas diffuser le sujet. Donc coup de pression. Coup de pression. Censure. Censure. Il y a que PPDA qui est un peu énervé, quoi. Mais en même temps, moi, PPDA, qu'est-ce que tu veux? Je le connais bien, Patrick. Il m'appelle en disant oui, t'es une ordure. J'écoute, t'as qu'à interviewer Fidel Castro. Lui, là, c'était à l'animateur Thierry Ardisson que je parlais au téléphone. Qu'est-ce que tu veux qu'il me réponde? Parce que je le connais, Patrick. C'est un feignant de première, tu vois, qui récupère tout à son profit, qui en fout pas une date et qui récupère tout à son profit. Il sait que je le sais. Tu vois. Mais Bouffe, il doit être mal, là. Non, il est vert de rage, ouais. Qu'est-ce que je fais? Je fais un panneau avec marqué « Pour des raisons confraternelles, nous ne diffuserons pas le sujet qui était prévu à cet endroit-là. » Donc quand ça ennuie quelqu'un, moi j'ai tendance à le faire plus. Voilà, c'est le côté mauvais élève. Merci Jean-Paul. Merci monsieur Arafat. Merci monsieur Yeltsin. Merci monsieur Major. C'est bon Patrick. Autant pour moi, il nous manque un truc pour le bêtisier là. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, aïe! Merci, c'est bon. Et en même temps, PPD reste un engrenage de la machine TF1. Là encore, il y aurait toute une vidéo à faire sur TF1, alors disons simplement que c'est une chaîne connue et reconnue pour bidonner certains de leurs reportages et fabriquer des programmes voyeuristes et mensongers à partir de rien du tout, notamment l'extraterrestre de Roswell qui va devenir un personnage à part entière de la galaxie TF1 pendant un temps. Oui ou non, cette créature est-elle un extraterrestre ? Donc le professionnalisme de PPD, comme celui de TF1, on repassera. Par ailleurs, Patrick Poivre d'Arvor a également été poursuivi par la justice pour recel et abus de biens sociaux en 1993.
C'est ce qu'on a appelé l'affaire Botton. Patrick Poivre d'Arvor a été inculpé aujourd'hui de recel d'abus de biens sociaux par le juge Philippe Courroy. Dans l'affaire Botton, mon confrère de TF1 a aussitôt déclaré n'avoir jamais eu directement ou indirectement la moindre relation commerciale avec Pierre Botton. Pierre Botton, c'est un homme d'affaires français qui s'est retrouvé accusé en 1993 d'avoir organisé, grâce à des montages financiers douteux, un système qui lui a permis de favoriser des personnalités politiques comme Michel Noir, qui a été élu maire de Lyon en 1989. Si Patrick Poivre d'Arvor se retrouve aujourd'hui devant le juge, c'est parce que du fond de sa cellule, Pierre Botton a décidé de parler. Au cours d'une de ses auditions, le 14 janvier, il a donné au juge la liste des séjours et des déplacements payés avec l'argent de ses sociétés. En gros, il offrait à Patrick Poivre d'Arvor des dîners, des voyages, des cadeaux, et en échange, il invitait régulièrement Michel Noir dans son journal. Le journal Le Monde mentionne plusieurs factures d'avion au nom de Patrick Poivre d'Arvor, voyage dont l'objet, selon Pierre Botton, était la visite de pharmacie. Dans mes bras, bonhomme, bienvenue dans le monde des affaires. Hein. Mais c'est pas cool, j'étais là avant. Bon, excuse-nous, Morpion, on est à côté. Hein. Alors, vieux bandit, on profite de sa notoriété pour faire des voyages à l'œil. Hein. Mis en examen également pour recel, le journaliste Patrick Poivre d'Arvor. Il aurait profité de voyages et de séjours dans des hôtels pour près d'1 million de francs. Mais j'ai rien fait, moi. Je sais. Courage. Mais je suis coupable de rien, c'est juste des cadeaux d'un ami. Pauvre homme. Pauvre homme. Suite de l'affaire Pierre Botton, le gendre de Michel Noir inculpé et écroué. En marge de cette instruction, un certain nombre de médias ont distillé de jour en jour des noms de journalistes, à commencer par le mien, qui avaient voyagé ou dîné en compagnie d'industriels. Jamais le nom de Pierre Botton n'est apparu dans un quelconque de nos reportages ces dernières années. Chacun est libre de ses fréquentations, mais il semble que parfois celles-ci étaient utilisées à l'insu des intéressés. Alors, monsieur Bérégovoy, le cadeau de 1 million de francs de votre ami Patrice Pelat continue d'empoisonner votre campagne. Écoutez, je vais être très franc, monsieur d'Arvor. J'ai un ami, il m'a prêté de l'argent. Où est le problème? Ça, je suis bien d'accord avec vous. Hein. Dans cette campagne, certains attaquent des valeurs morales essentielles comme l'amitié. Ça, c'est vrai, et c'est pas bien. Même jugement sévère pour Patrick Poivre d'Arvor, absent de Lyon. Le tribunal n'a pas cru aux liens amicaux avec Botton, mais n'a pas retenu l'interdiction des droits civiques requis par le parquet. Imaginez, par exemple, que l'un de vos proches amis ait faim. Que faites-vous? Rien. Mais si. Oui. J'ai tellement peur de dire des bêtises que... Absent à Lyon, Patrick Poivre d'Arvor est condamné à 15 mois avec sursis pour un recel de plus de 500 000 francs. Le dossier ira en cassation, mais d'ores et déjà, ces condamnations pourraient représenter pour certains un coup d'arrêt politique ou professionnel. Ça, c'est une casserole qui va rester longtemps collée au cul de PPD et qui sera régulièrement évoquée en antenne. On est plus nombreux à être comme nous, comme toi. Renseigne-toi, monsieur, c'est toi l'exclu. Ouais, bah non, c'est pas lui l'exclu, il est comme ton frère, il est allé en prison. Ah non, oula, avec sursis seulement, là. Ouais, c'est qui parle, là? C'est Patrick Poivre d'Arvor. Ah bon, t'es pas en prison, toi, oh. Il s'est évadé, c'est Steve McQueen. Oh, t'as creusé un tunnel. Oui, Étienne, la réaction des jeunes. Papillon, fais venir nous voir, parce que si Botton il a plus de sous, nous on le paie le Cette casserole, elle va rester d'autant plus longtemps que sa condamnation, comme la fausse interview de Castro, n'a eu aucun impact sur sa carrière. Lorsqu'il est inculpé en 1993, TF1 le soutient et confirme qu'il ne sera pas retiré de l'antenne. Étienne Moujotte, vice-président de TF1, a tenu ce soir à préciser que Patrick Poivre d'Arvor continuera de présenter le journal de 20h. Notre confrère, dit-il, bénéficie de la présomption d'innocence et de la confiance absolue de la chaîne. Dans mes bras, Patrick. Tiens. Toute ma confiance. Cher Étienne, mes copains. Tiens, de la part de toute la rédac, pour tes 10 prochaines années ici. C'est dans cette alliance entre Patrick Poivre, Étienne Moujotte et l'équipe de Moujotte, au poste clé de la rédaction, que se trouve la réponse. Et l'impunité dont a pu bénéficier Patrick Poivre. Et lorsqu'il est bel et bien condamné en 1996 à 15 mois de prison avec sursis et 200 000 francs d'amende, on le suspend 3 mois. 3 mois. 3 mois pour la forme, et ensuite on annonce joyeusement son retour à l'antenne. Le retour de Patrick Poivre d'Arvor au journal de 20h de TF1 ne devait pas passer inaperçu. Après 3 mois d'absence de l'antenne, les téléspectateurs l'ont d'abord retrouvé dans une bande-annonce. Dès lundi, attention, antenne. Retrouvez votre journal de 20h présenté par Patrick Poivre d'Arvor.
Madame, messieurs, bonsoir. Alors, sans faire la moindre allusion à son absence de l'antenne, Patrick Poivre d'Arvor ouvre son journal par une série de reportages sur l'affaire de la vache folle. Alors le vrai Patrick Poivre d'Arvor criera à la calomnie, à un complot, à de la manipulation, et ce sera d'ailleurs à cette seule occasion qu'il dira vraiment du mal des Guignols de l'info. Je trouvais que c'était des attaques ad hominem qui étaient vraiment assez moches, et puis surtout qui ressemblaient à des attaques de stratégie, quoi. C'est-à-dire tel groupe se paie tel autre. Alors je voudrais rappeler au chacal qui m'attaque que je suis avant tout un homme fragile, meurtri dans sa chair. Tout cela je l'exprime pudiquement dans ce livre, Lettre à l'absente. Alors pour ceux qui pensent que j'exploite ce drame personnel pour mieux me dérober, je rappelle que j'ai aussi un filleul qui a vécu 1 mois dans un sac de sport. Un drame que j'expose délicatement dans cet ouvrage, Lettre à mon short. Il y avait une époque où il y avait eu une vraie volonté de Canal+ d'abattre TF1, et donc ils utilisaient ma marionnette comme une sorte de cheval de Troie, et avec des propos qui étaient quand même assez injurieux. Et puis pour tous ceux qui imaginent que je tire profit de ces drames, je rappelle que je perds mes cheveux, un drame que je consigne discrètement dans ce recueil que voici, Lettres aux absents. Quant à tous ceux qui pensent que je tente de tirer un quelconque profit de tous ces drames, je leur rappelle que je suis inculpé. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre à ce sujet. Mais on ne se débarrasse pas si facilement d'une casserole, surtout quand on est présentateur du premier JT de France. Sur certaines chaînes, par charité je ne citerai pas France 3, le journal télévisé est parfois émaillé d'incidents pour le moins fâcheux. Allô, c'est Alain Gauthier. Allô, c'est Alain Gauthier. En 1993, Patrick Poivre d'Arvor doit interviewer à distance Alain Gauthier, alors en tête du Vendée Globe, une grande course de voilier. La liaison se fait par satellite via la ligne téléphonique de TF1, sauf qu'un petit plaisantin va intercepter la transmission du numéro et appeler TF1 à la place du vrai Alain Gauthier. Bon, je me délecte des derniers moments de solitude. Là, il va y avoir tout un tas de crétins de journalistes qui vont me tomber sur la gueule. Ça m'amuse pas tellement. Bon, j'ai de la chance, moi je suis arrivé un peu avant eux, donc on peut discuter ensemble. À vrai dire, je vous mets dans le même lot des journalistes que les autres. Vous valez pas un clou non plus. Moi, j'ai fait un tour du monde. C'est quand même mieux que les voyages que Botton vous a payés. Ça aussi, les Guignols s'en sont moqués. Plusieurs fois. Et comme vous allez voir, chaque petite polémique est l'occasion de rappeler les précédentes. Donc clairement, il ne voulait pas le ménager. Oui Patrick, je suis désolé pour ce qui est arrivé hier, je n'y suis pour rien, croyez-moi. Oh ben, je vous crois là. Franchement, en plus, j'étais en pleine mer pendant cette affaire Botton, moi, alors j'en avais même pas entendu parler. Oui. Et même si on m'en avait parlé, j'aurais pas voulu le croire, hein. Vous, visitez les pharmacies... D'accord. Moi, je suis de tout cœur avec vous, hein. De toute façon, c'est n'importe quoi, hein. 200 000 francs de billets d'avion, mais tout le monde sait très bien que vous avez largement les moyens de les payer vous-même, hein. Merci Alain Gauthier. Comme si vous aviez besoin de ça après l'affaire Castro, mais c'est vraiment Merci Alain, merci. Péter un gars qui a sauvé un bébé en Irak, alors ça c'est vraiment... je comprends pas. Finalement, je crois que je préférais encore celui d'hier, moi. Patrick ? Oui, général. Devine ce que je suis en train de me faire en ce moment. Bah, je sais pas, un pansement, peut-être. Non. Parle-moi un peu de toi. Comment t'es habillé, Patrick ? Bah, j'ai une petite veste... Ouais, mais en dessous... Oh, Gauthier, ça suffit, hein. Je vous rappelle que TF1 n'est pas un jeu. Maintenant, terminez les appels de l'extérieur, hein. On fera tout nous-mêmes, comme avant, voilà. Donc c'est aussi ça, Patrick Poivre d'Arvor. Un magouilleur de première maintenu présentateur du premier JT de France, commentant des faits d'actualité comme si de rien n'était, voulant se donner l'image d'un journaliste intègre et consciencieux, mais finalement complètement hors sol et loin des réalités de ses spectateurs. Combien c'est maintenant une pizza ? Je sais pas, je paye jamais, moi. Moi non plus. Je ne sais pas. Admettons, un menu, entrée, plat, dessert, je ne sais pas, 6 000 francs ? Oh, oui, minimum, hein, mon ami. Là n'est pas le problème. Combien ça gagne un Français moyen ? Disons, je ne sais pas... je sais pas, faut bien compter dans les... Oui, je sais pas, enfin... Disons, par mois, 100 000 francs ? Net ? Hein ? Brut ? Non ? Dans ces eaux-là, oui. Les chiffres apportent peu. Mais alors, pourquoi ? Pourquoi est-il resté à l'antenne malgré toutes ces casseroles ? Eh ben parce que Poivre d'Arvor, il avait du pouvoir. Et il le savait très bien. PPDA, c'était le cœur nucléaire de la machine de TF1 et de la rédaction. C'était un homme qui était omnipotent, qui était quasi déifié par la rédaction, très protégée. Que répondez-vous à ceux qui disent qu'à votre place, aux USA, le présentateur du journal télévisé aurait déjà démissionné ? Moi j'ai démissionné.
J'ai démissionné, mes patrons n'ont pas voulu que je parte, mais j'ai proposé ma démission. On aurait été fous, on ne virait pas Patrick Poivre d'Arvor. Et pourquoi? Parce que c'était lui qui était la locomotive, au fond de la chaîne. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, on faisait 40% d'audience. C'est vrai que d'une certaine façon, il était intouchable. Non seulement il n'a pas été viré, mais en plus, quand Michel Cotta, directrice de l'information, met en place une charte déontologique chez TF1, c'est elle que Patrick Poivre d'Arvor va faire virer de TF1. Il y avait des exclamations dans le genre « non, c'est inadmissible », qui étaient proférées par Patrick Poivre d'ailleurs. Et par la suite, j'ai appris qu'il s'était mis d'accord pour demander le départ de Michel Cotta. Il y a eu effectivement une coïncidence entre la charte de déontologie et mon départ, c'est sûr. La directrice de l'information part, PPDA reste, malgré sa condamnation en 1996 à 15 mois de prison avec sursis et 30 000 € d'amende. Donc oui, Patrick Poivre d'Arvor avait du pouvoir. Et ce pouvoir était accompagné d'une insupportable vanité. On a parlé de l'image de lui qu'il voulait donner au public, mais on pourrait aussi parler de l'image qu'il avait de lui-même. Je considère qu'on ne peut pas rester comme ça, les fesses sur un fauteuil et raconter la vie quand on n'a pas vu la vie. Donc très régulièrement, je suis allé à Varsovie il y a encore 8 jours pour faire une interview de Jaruzelski. Il y a 3 semaines, c'était en Libye, chez Kadhafi. Oui, c'est vrai, je suis sûrement celui qui a le plus interrogé les grands de ce monde et... J'ai fait 25 journaux l'année dernière qui étaient en direct du Liban, d'Ulster, d'Ouganda, d'Afghanistan, de Cambodge, je ne sais où je me suis j'ai mouillé ma chemise. Moi, j'arrive évidemment tôt le matin, ce qui n'était pas son cas, il arrivait assez tard dans l'après-midi. Et alors, je vois sur son bureau à lui son propre buste en plâtre. Et donc, il arrivait... charmant, élégant, etc. Il prenait son écharpe, et alors il nouait son écharpe sur son propre buste. C'était assez sidérant. On ne devient pas subitement un journaliste impertinent et engagé. C'est le fruit d'un long travail. Ça fait à peu près 15 ans qu'on est toujours en tête, on n'a jamais été battu une seule fois, qu'on a toujours ces 40% de part d'audience. Chez lui, c'est certainement une dimension qui a pris de l'importance au fil des années, une dimension narcissique très puissante. Ouais, tout le monde n'en a pas le poids. Alors cette facette de Poivre d'Arvor, les Guignols vont mettre un peu de temps à la caricaturer, mais ils vont finir par l'afficher petit à petit de différentes façons. D'abord, ils vont accentuer son arrogance en lui faisant donner des leçons de journalisme à un peu tout le monde, et notamment David Pujadas qui a commis quelques impairs au milieu des années 2000. Je suis donc avec David Pujadas, vous ne le connaissez pas bien sûr puisqu'il présente le journal de 20h sur France 2 en même temps que moi. Merci Jean-Pierre Chevènement. Jean-Pierre Raffarin, pardonnez-moi. Quel lapsus, merci Jean-Pierre Raffarin d'avoir répondu à nos questions. C'est fou de ne pas reconnaître les gens pour un journaliste. Parce que vous voulez toujours devenir journaliste après votre stage à France 2. Bon, franchement, hier, j'ai été bon. À part le lapsus de la fin, j'ai été bon, très bon même. Ouais, pour France 2 peut-être. Et hier, à propos d'Alain Juppé, nous avons commis une erreur d'interprétation des informations dont nous disposions. David Pujadas a été obligé de s'excuser pour l'info sur Juppé. Il arrête la politique, n'importe quoi. Parler d'une interruption de sa carrière était abusif. Nous le regrettons et vous présentons nos excuses pour cette maladresse. Voilà qui est dit. Donc David Pujadas s'est excusé comme une ville. Oh la fiotte. Ah, c'est très courageux, très pro. Le présentateur David Pujadas a lui été suspendu pour 2 semaines. Oh, le mauvais, l'autre. Un David Pujadas un peu déprimé, à qui nous avons proposé un stage de 15 jours avec nous pour qu'il se perfectionne dans son métier. David a travaillé beaucoup avec nous, puisqu'il a travaillé à TF1, à mes côtés, avec grand plaisir. Enfin, j'espère de son côté, en tout cas, pour moi, c'en était. David, viens voir là. Ouais, Pat. Bon, alors déjà, tu changes de ton tout de suite, petit, On n'a pas gardé les cochons ensemble, ok ? Oui, Poivre. Bon, tiens, va me photocopier ça. Chacun essaie de se débrouiller comme il le peut. En l'occurrence, ils ont une audience qui est évidemment... qui traîne un peu, qui est en tout cas loin derrière nous. Tiens, reste une seconde. Regarde et apprends. International donc, avec ce mini-scandale autour des élections américaines, George W. Bush aurait été implanqué pendant la guerre du Vietnam. T'as vu ? Ça s'appelle un lancement. Waouh! Il y a 20 ans, nous, sur la 2, quand j'étais sur la 2, on avait réussi à battre la 1. Donc rien n'est inéluctable. Peut-être que ça leur arrivera un jour. Je leur souhaite et je ne nous le souhaite absolument pas. David Monti, imagine que tu interviewes le président de la République. Je dis bien imagine. Quelle cravate tu mets, la rouge ou la bleue? La bleue.
Ok, je mets la rouge. Merci, dégage. Et regarde-moi ce soir, hein, tu vas apprendre. Hein. Puis cette arrogance va devenir, après qu'il ait enfin été viré en 2008, une jalousie mesquine de ses remplaçants, et notamment Harry Rosenmack. Voilà, je suis donc avec l'ancienne vedette du petit écran, Patrick Poivre d'Arvor. Bon, bah ça va, on a compris, Harry. Hein. Alors, comment est-ce qu'on vit après la télé, Patrick? Bon, il y a un malentendu, Harry. Je fais la semaine et tu fais juste le vendredi. Un journal qui marchait aussi bien, franchement, je trouve que c'est une grosse erreur de l'avoir arrêté. Pardon? À le JT de TF1 continue, je ne savais pas. Avec Laurence et Harry, avec la jeune fille qui présentait Vie ma vie, je crois. Et bah pourquoi pas, il y a bien Pujadas sur la 2. Hein. J'étais à une soirée et... Tu es allé à la soirée d'ouverture hier, mais je croyais qu'on n'avait pas d'invite. Mais on n'en avait pas. Sinon, je t'aurais appelé. Bon, en tout cas, ce soir, je fais le JT, tu peux pas le présenter dans cet état. Oui, t'as raison. Passe-moi tes fringues, Harry. Et puis en 2011, elle va finir par être évoquée frontalement à l'antenne au moment d'une autre affaire, une affaire de plagiat. C'est quoi ce carton, Harry? Mes affaires personnelles, Patrick. Je change de bureau. Ah bon, et tu vas où? Bah, je prends le tien. Pardon? Patrick, me rends pas ça plus difficile, s'il te plaît. Tu as plagié une biographie d'Hemingway, tu t'es fait prendre, François t'a licencié et Canal devrait bientôt faire la même chose. Je prends la biographie de Peter Griffin sur la jeunesse d'Hemingway, et là, je tombe sur un paragraphe qui est un copier-coller. Je prends la page d'après de la biographie de PPDA, je prends la page d'après de la biographie de Griffin, recopier-coller. Jérôme Dupuis va finalement découvrir que plus de 100 pages sur 400 sont quasiment identiques. 100 pages? Mais c'est plus un hommage, là, c'est du plagiat, ça. Mais non. Quand je pense que tu t'es foutu de ma gueule parce que j'avais volé 1 minute de générique et 3 marionnettes, et monsieur prend 100 pages. Pour s'en sortir, PPDA accusera son éditeur d'avoir envoyé par erreur au journaliste une copie de travail. Tu oublies un élément dans ton raisonnement, Harry. Ah oui, lequel? Les réseaux. Je connais personnellement Rodolphe Belmer, le patron de Canal+. Je lui prête ma maison de dinars tous les week-ends depuis 5 ans. Ça m'étonnerait qu'il veuille se priver de ses vacances en famille. Sa biographie d'Hemingway est finalement publiée avec 80 pages de moins. Je ne démissionnerai pas et je viens d'avoir le patron de Canal. Tu sais où il va ce week-end? À Dinard. Je lui prête ma maison. Bon, bah je reviens vendredi alors. Oui. Enfin, on s'appelle jeudi pour confirmer. Alors je pourrais aussi parler des attaques sur le physique, comme quoi il perd ses cheveux. Pas du tout. Parfait, vous perdez vos cheveux, ça vous complexe. Sujet parfait pour ça se discute, calvitie, mal moderne. Non, mais moi ça n'a rien à voir, je les perds pas, je les ramène sur le devant. Eh bien dans ce cas-là, c'est pour François, je ramène les cheveux sur le devant et c'est mon choix, excellent dossier. Je pourrais parler du moment où il a tabassé des paparazzis. Vous avez tabassé des paparazzis avec votre frère sur une île grecque. Enfin, tabassé. Oui. Voilà, nous avons eu des mots. On va voir le Mawashiguri, le coup de pied circulaire. Ah oui, j'ai déjà essayé sur les paparazzis, ça marche vachement bien. Hein. On pourrait aussi reparler du coup médiatique qu'il a monté en ramenant ce bébé irakien dans sa valise en pleine guerre du Golfe. Ce qui devait rester une opération secrète se retrouve finalement révélé dans Paris Match. Je rappelle que j'ai aussi un filleul qui a vécu 1 mois dans un sac de sport. Ça vous a été énormément reproché, cette histoire. Oui, parce que c'est une des rares belles choses que j'ai faites dans ma vie. La star, elle fait des choses peu courantes, irrationnelles, et elle ne peut être star que si elle les fait savoir, ou s'arrange pour qu'elle soit connue. Je sais que les parents m'en ont été infiniment reconnaissants, qui m'ont demandé d'être le parrain de cet enfant. Un drame que j'expose délicatement dans cet ouvrage, Lettre à mon short. Mais j'ai plutôt envie de parler d'un sujet plus difficile, et celui qui m'a donné envie de réaliser ce pilote. Très tôt, mais genre vraiment très tôt, PPDA a été représenté comme problématique avec les femmes. Charleston, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous aimez les calamars, d'abord? À manger. Si je veux vous inviter ce soir à dîner, par exemple, il faut que j'évite les restaurants de poissons. En février 2021, la journaliste Florence Porcel porte plainte contre Patrick Poivre d'Arvor pour viol. Dans les mois qui suivent, des médias comme Le Parisien, Le Monde, Mediapart ou Complément d'enquête recueillent de très nombreux témoignages de femmes présentant Poivre d'Arvor comme un harceleur, un prédateur et un agresseur sexuel. Les témoignages décrivent tous un même mode opératoire, comme l'a écrit le policier dans son rapport de synthèse, celui, je cite, d'un prédateur sexuel qui abuserait de sa notoriété, qui multiplierait les questions intrusive. Selon le rapport de police, PPDA agirait, je cite, dans la brutalité, sans la moindre tentative de séduction, ni la moindre considération envers les femmes. C'est vrai, t'es accroché aux femmes comme on peut être accroché à la drogue? J'adore les environnements féminins. J'aime vraiment l'environnement féminin parce que ça apporte évidemment une douceur, ça apporte une certaine perversité qui me plaît beaucoup. Et puis alors ça apporte surtout beaucoup d'ombre et de lumière en même temps. Enfin, il y a
et un art du maquillage. J'ai eu droit au rituel que décrivent toutes les victimes, c'est-à-dire installé derrière les caméras. Et on a tous en soi des tas de fantasmes. Tout à coup, il s'est levé, il a fait le tour de son bureau. Il fait le tour de son immense bureau. Il fait le tour de son bureau. Et il m'a basculé avec ses mains sur la moquette. J'ai une impatience, évidemment, à toujours obtenir les choses telles que je les veux. Je lui dis non, monsieur, c'est hors de question. Je ne suis vraiment pas là pour ça. Et il insiste, allez, avec une petite moue. Donc parfois, je suis vis-à-vis de mes collaborateurs, et comme j'ai beaucoup de collaboratrices... Quand j'arrive, je vois qu'il est un peu en colère. Il me dit, ah bah dis donc, vous auriez pu venir plus tôt, mais je le vois qu'il est... Il est plus dans la bienveillance que j'avais vue dans le train. Je suis parfois un peu soupolé. Quand il a vu que ça ne fonctionnait pas, il s'est rhabillé, il est parti, mais sans un mot. Il a rebraguetté son pantalon et il m'a répondu, bah, dans ce cas-là, mademoiselle, au revoir. Se dresse petit à petit l'image d'un véritable système dans lequel Poivre d'Arvor aurait fait son marché au sein du personnel féminin de la chaîne. Quelqu'un qui courait après les femmes, qui les déshabillait du regard, qui était toujours en train de chercher un nouvel objet de fascination et de séduction pour lui, ça c'était connu. Patrick dit, en parlant du héros qui s'appelle Victor, il a beaucoup de succès auprès des femmes, il dit, la vie était comme une basse-cour dont il était le coq. C'est très excitant. Il y a une scène d'amour au bureau, page 280. Quand j'ai été invitée donc sur le plateau et que son assistante m'a emmenée dans son bureau, on a traversé un open space où il y avait du monde et elle a dit l'invité de Patrick est arrivé. Et là, tout le monde s'est levé et est parti. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je le rejoins après le 20h dans son bureau. Son assistante se désole. « Oh non, Cécile, pas toi !» Je lui dis de ne pas s'inquiéter. Elle fait la moue. Tu ne le connais pas. Chez TF1, on encourageait les nouvelles recrues et les stagiaires féminines à ne pas rester seules avec lui dans un ascenseur ou dans son bureau, à ne jamais lui tourner le dos. Chaque fois, il me conseillait, depuis l'année 83-84, et après, ensuite, les années suivantes, de ne jamais envoyer de filles là où PPDA pouvait être. Mes patrons à l'époque m'ont dit « Attention, pas de décolleté, pas de maquillage, pas de jupe, faut faire très attention. » L'ensemble des journalistes de la rédaction à l'époque le disaient. Ils disaient qu'il ne fallait pas rester dans la rédaction de TF1 en fin de journée, être la dernière à partir, parce que sinon, PPDA risquait de se jeter sur vous. Au total, c'est plus de 90 témoignages qui ont été publiés et près de 45 femmes qui ont saisi la justice depuis 2021. Patrick Poivre d'Arvor reste à l'heure actuelle présumé innocent. En octobre 2024, l'ancien journaliste de TF1 Jacques Legros affirme qu'à TF1, tout le monde savait, appuyé par la découverte d'une plainte classée sans suite dès 2005. Je ne parle pas au nom de la direction de TF1 de l'époque, mais Poivre, on savait qu'il aimait les femmes jusqu'à l'excès. Ça, on le savait tous, absolument tous. Je lui dis que j'ai été invitée aux 20h de PPDA. Silence à l'autre bout du fil. Patrick Lelay me répond. Il a osé aussi avec toi. Ça, je vais vous le laisser, le bouquin, parce qu'il y a une scène d'amour au bureau. Moi, je vais passer chez TF1 le soir vers 8-9h, parce que c'est chaud. Il y a toute une autre partie de ma vie qui commence à 20h30 et qui, là, est plus riche, où il y a des tas de choses qui, en moi, bouillonnent depuis longtemps. Tout le monde le savait dans le milieu de la télévision, tout le monde le savait dans les médias, tout le monde le savait dans l'édition, tout le monde le savait. Il y a un truc qui est sûr dans cette histoire, c'est que les Guignols, eux, savaient. Parce qu'au bout d'à peine quelques années d'émission, PPD a commencé à être représenté comme un personnage lubrique, pervers et libidineux, et qui à la moindre occasion convoquera sur son plateau des filles à poil. Allez, filles à poil, waouh! Allez, on amène les bouteilles là, puis la musique là, on n'entend rien, allez! Putain, ça remue, mon Dieu, ton corps! Hein? Comment ça, on est en direct? Une émission de télé? Ah ben oui, je suis bête, voilà. Dégagez, vous. Oui, j'ai complètement oublié que... Et ça s'est beaucoup vu? Ouais. En faisant des recherches pour cette vidéo, j'ai halluciné de voir à quel point le vrai Poivre d'Arvor a eu des comportements et des propos douteux en antenne sans que personne ne dise quoi que ce soit. Genre, il faisait des commentaires sur la tenue des femmes, sur leur comportement, il exprimait ouvertement son excitation et son intérêt, c'est juste dingue. J'ai l'habitude, j'ai reçu le plus grand, Sharon Stone, Madonna, Halle Berry, Sophie Marceau, Angelina Jolie, Matt Damon, Michel Pfeiffer, Salma Hayek. En tout cas, on a envie de vous dire donc Je vous aime, comme le film de Claude Berry qui sort donc demain à Paris et en province. Merci. Vous cachez bien vos sentiments, mais vous cachez pas tout. Hein. Vous avez découverte dans Possession, on avait découvert que vous aviez un corps, mais là, on vous voit toute nue ou presque du début jusqu'à la fin.
Oh, c'est beaucoup quand même, du début jusqu'à la fin. Et vous n'avez pas eu de problème de pudeur? Vous aviez du mal quand même à vous déshabiller jusqu'alors. On s'aperçoit qu'avant elle se déshabillait, maintenant elle se rhabille. Vous étiez pas du tout déshabillé, et puis maintenant vous vous déshabillez. Ça c'est tout à fait extraordinaire comme évolution. Mais il y a toujours une espèce de pudeur en général de la part des actrices qui disent oh non, on peut pas me montrer, etc. Vous y allez. Non, comment j'y vais? Moi j'ai feuilleté lui tout à l'heure encore. Charleston, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous aimez les calamars d'abord? À manger. Si je veux vous inviter ce soir à dîner, par exemple, il faut que j'évite les restaurants de poissons. Comment ai-je trouvé Ségolène Royal en maillot? Bien roulé, comme tout le monde l'a dit. Et je parle même pas de ce qu'il écrivait. Victor, à un moment, il rencontre il couche avec une femme, quoi, et un jour, en sortant de chez elle, il rencontre sa fille. Et il se désire comme ça subitement sur le pas de la porte. Et lui, il est un petit peu gêné. Et la jeune fille qui a quoi? Quel âge elle a, Tacha? 18 ans? 18 ans, oui. T'es un grand malade, toi. Alors, il y a quand même des trucs extrêmes dans votre livre, Patrick Poivre d'Arvor. Page 45, il y a quand même une scène de nécrophilie. T'es un psychopathe, toi. C'est beaucoup plus poétique chez vous, mais enfin, le résultat, c'est quand même que Patrick Poivre d'Arvor, qui présente le journal télévisé de 20h sur TF1, il écrit quand même des scènes de nécrophilie, excusez-moi. En l'occurrence, il s'est fait avoir. Ouais. Parce qu'elle avait pris ses cachets avant de se livrer à lui. Ouais. Donc là, il s'aperçoit qu'il s'agit d'un acte terrible, au fond, d'un double suicide. Oui, sauf que non. Il y a des limites quand même. Alors Les Guignols, ça a jamais été l'émission la plus féministe du PAF. D'ailleurs, il n'y a jamais eu une seule femme dans l'équipe d'auteurs. Et il semble assez évident que certaines sorties misogynes de PPD ne soient que des reflets de la misogynie des auteurs eux-mêmes. Elle a juste par accident montré sa culotte. Dingue, hein? Ça fait 2 ans de suite qu'elle a quelque chose d'intéressant à montrer à Cannes. Cela étant dit, il y a quand même eu un paquet de fois où les auteurs ont exposé via la marionnette de PPD le caractère très problématique de son modèle. Déjà en 1989, quand Poivre d'Arvor était venu à Nulle part ailleurs pour rencontrer sa marionnette, il avait glissé un commentaire sur une des animatrices de Canal+, qui était présente en duplex. Alors moi je viens ici pour voir Alexandra et je vois que vous l'envoyez là-bas. Alors, vous l'avez vu quand même, la télé c'est ça le miracle. Ah ben ça on peut vous organiser une rencontre. Ah oui, les femmes ça vous intéresse toujours autant. Alexandra. Les jeunes journalistes. les jeunes journalistes. Talent, tout ça. Pierre-Antoine, Carl et Gilles. Et on retourne à Cannes ensuite. Yves Lecoq l'a grillé tour 1 et il l'a pas lâché de l'émission. J'adore les chiennes, elle est superbe. Oh. Alexandra, où est-elle? La femme. La femme est revenue. Oui, vous avez changé de tenue. La laitue, qu'est-ce que c'est? C'est de la laitue, oui. Non, parce que je me sens... Fraîchement cueillie. Je me sens végétarien d'un seul coup. Faut venir à Cannes. Vous m'en mettrez un plein saladier, hein? Betty, je t'aime. On se calme, on se calme. C'est très macho quand même. Non, je trouve ça très très beau parce qu'il y a un moment donné où on finit par donner tout de soi et au fond. Bon, après il y a eu l'affaire Béatrice Dalle en 1992, peut-être que vous en avez entendu parler. Elle était l'invitée du 20h de TF1 et Poivre d'Arvor a commencé à lui poser des questions indiscrètes sur une affaire de kleptomanie. D'une manière générale dans ce film, on vous découvre un peu kleptomane, c'est un rôle que vous connaissez dans la vie. Qu'est-ce qui a inspiré le premier? C'était l'idée de départ ou c'est pendant que vous tourniez? Le truc c'est que Béatrice Dalle, elle s'est pas laissée faire. Qu'est-ce que vous voulez me faire dire là, au lieu d'essayer de tourner autour du pot? Dites franchement ce que vous regrettez d'avoir volé ces bijoux. Et vous, est-ce que vous regrettez certaines lettres que vous m'avez envoyées, que jamais je vous en aurais parlé si vous m'aviez pas posé cette question, alors qu'on vous avait demandé avant de vous taire? Je vous dis maintenant, je vous ferai plus confiance, monsieur Poivre d'Arvor, on n'a pas de parole. En 1992, Béatrice Dalle était déjà une marionnette régulière des Guignols, donc ils se sont pas privés de l'évoquer en mode... Tiens, j'ai ramené ton courrier. Mais c'est aussi revenu dans un sketch de 2006 lors d'un plateau avec Fogiel. Vous exagérez là quand même. Et toi, t'exagères pas peut-être quand tu envoies des lettres d'amour à Béatrice Dalle et qu'elle t'aime même pas, hein? T'es vexé parce qu'elle te trouve moche, hein? Quoi? Ça n'a rien à voir, hein? Je l'ai vanné, hein? Il a les boules. Mais pourquoi en 2006 d'ailleurs? Eh bien parce qu'en 2006, les Guignols avaient déjà commencé à mettre le doigt sur les comportements problématiques de Poivre d'Arvor. Alors est-ce qu'il y a eu une prise de conscience? Est-ce que les auteurs ont appris des sales bails au détour d'un couloir? Est-ce que c'est ce morceau d'interview dans le docu des 10 ans qui a déclâché un déclic? Il n'y a pas très longtemps, c'est un pays étranger, à l'île Maurice, je crois que c'était en mai dernier, une jeune femme qui était en train de me masser et qui me pose une ou deux questions et je lui réponds et je sens que ses mains se font moins pressantes sur mon corps. Et alors elle me dit « mais vous avez absolument la voix
du Guignol de Canal+. Et là, j'ai été obligé de lui expliquer que ce Guignol avait été vaguement inspiré par mon personnage. Il n'y avait pas de TF1, donc elle ne m'a connu qu'à travers cette virginité-là, si je puis dire, vu la position de mon corps. Le mec balance à l'aise qui fait du tourisme sexuel à l'île Maurice, hein, mais bon, paraît que c'était l'époque. Toujours est-il qu'à partir des années 2000, c'est vraiment devenu une caractéristique marquée de PPD. Bon, on vote. Ce soir, on bosse ou on baise? On baise. Bon, je vous laisse, faut que j'aille appliquer un décret, là. Oh, et attendez-moi, moi aussi je suis contre le libéralisme. Je veux vivre comme vous, je veux prendre un décret avec la brune, là. Pardon, Dès qu'il y avait une femme en maillot de bain, ou une femme qui dansait, ou une femme de manière générale sur le plateau, à tout moment, PPD pouvait partir dans des commentaires déplacés. Bon, il existe un autre choix de vie quand même, hein. On peut revoir le choix de vie avec le petit caraco rose, là. Je sais pas si ça apporte au débat, mais c'est agréable à l'œil. Hein. Oui, bon, mais on voit pas bien les décrets, là, vous savez, les... Ah oui, quand c'est concret, ça parle plus. Quant aux interviews en plateau, il y a eu un vrai changement de ton après sa lamentable interview de Uma Thurman au Festival de Cannes, que les Guignols ont ouvertement critiqué à travers la marionnette de Bernard Tapie. Tout à l'heure, on vous a vu arriver et notre caméraman qui était derrière vous, Manuel Joachim, était visiblement fasciné par votre décolleté. Est-ce que on peut d'abord, est-ce que vous n'êtes pas enrhumé là, parce que on était obligé de vous donner une veste de smoking. Ah, vous avez une petite robe, elle est décolletée dans le dos. Vous voulez ma veste, vous n'avez pas trop froid. Mais j'ai fait preuve de galanterie. Arrête, tu l'as dragué au bulldozer. C'était honteux. T'étais à 2 doigts de déballer le crottal. Est-ce que ça représente au fond votre personnalité? C'est-à-dire, vous donnez une partie de vous-même, puis il y a une autre partie que vous refusez complètement aux autres. C'est au fond ce qu'on demande à une actrice très souvent. C'est le cinéma qui m'intéressait. Ah bah ça, du cinéma, t'en as fait, hein. C'est pas vrai. Attends, Uma Thurman t'a fait que parler de sa robe qu'on y voyait la moitié du derche. Et t'as pas arrêté de lui mater les meules. T'étais plus lourd que Depardieu, une performance, hein. Bon, Bernard, non. Et à partir de cette date, chaque interview de jolie femme en plateau devenait systématiquement gênante, notamment pendant la campagne de Ségolène Royal. La grande, la belle Monica Bellucci. Bonsoir, Monica. Vous êtes belle. Merci, bonsoir. Monica, vous êtes belle. Vous avez un problème, vous l'avez déjà dit. Oh, pardon. Mais, Madame Royal, le financement de nos retraites ne devrait pas être un sujet de bagarre politique. Ne peut-on pas se mettre d'accord pour régler une fois pour toutes ce problème douloureux pour tous? Ça veut rien dire, hein. Je suis journaliste, je suis neutre, hein. Et puis la galanterie, ça existe, hein. Comment ai-je trouvé Ségolène Royal en maillot? Eh ben, bien roulé, comme tout le monde l'a dit. Bonsoir, Ségolène. Bonsoir. Asseyez-vous. On prend la commande tout de suite ou on fait l'interview? Je suis là pour répondre à vos questions justes avec des mots justes. Oui, hier soir vous étiez ravissante, hein, merveilleuse dans votre tailleur blanc. J'avoue que j'étais un peu sous le charme. Bien roulé, comme tout le monde l'a dit. Moi, quand je vous vois, c'est facile, hein. J'ai un vrai désir d'avenir. Je suis dingue de vos débats participatifs. Je craque sur l'encadrement militaire. C'est d'une beauté. Ce sont des mesures justes. Et je suis la seule à pouvoir changer la France. Non, évidemment. Vous avez été merveilleuse hier soir. Hein. Bien roulé, comme tout le monde l'a dit. Alors on pourrait se dire que c'est juste une figure d'homme misogyne et obsédé qui était omniprésente dans toutes les œuvres de fiction à cette époque-là. L'homme est systématiquement intéressé par les formes d'une femme et cherche forcément à la séduire. Puis c'est très cartoonesque cette vision du mâle soudainement raide dingue d'un personnage féminin. Et on pourrait se dire que ça colle bien avec une émission de marionnettes caricaturales. Ouais, sauf que PPD était plus ou moins la seule marionnette représentée ainsi. Les seules autres marionnettes libidineuses, ça a été Clinton pendant l'affaire Lewinsky, DSK après l'affaire du Sofitel, et Nelson Montfort pour ses commentaires déplacés de patinage artistique. Son corps exprime comme aucun autre corps la magnificence de cet art. La jambe est longue, elle a du galbe, elle étincelle, elle est bonne, tout simplement bonne. Mais toutes les autres marionnettes masculines étaient représentées soit comme désintéressées, soit comme grossières, soit comme immatures, mais jamais libidineuses comme les PPD. Et puis surtout, il y a ce rêve que je fais. Ah, racontez-moi ça. Ben,
Je suis tout nu en haut de la tour Eiffel, j'ai un sexe de 4 mètres de long, donc, et en bas, il n'y a pas d'immeuble, il y a un océan de fesses. Oui, bien. Et moi, je plonge dans l'océan de fesses. Oui, c'est cela, oui. Et puis, c'est un trait de personnalité qui est resté au fil des années et des changements dans l'équipe d'auteurs. En 2008, soit après le départ de Bruno Gassio, un faux documentaire des coulisses des Guignols insistait particulièrement là-dessus. Bonjour, vous ne deviez pas envoyer une journaliste On m'avait dit que c'était une certaine Bettina qui devait m'interviewer. Elle est en congé maternité. Dommage. Ce soir, on pourrait être en direct depuis Bagdad avec Barack Obama, le président irakien, et Ahmadinejad, le président iranien. Ils ont une annonce très importante à faire. Bah super, ça, David, excellent. Quoi d'autre? Sinon, on a un petit truc. Monica Bellucci propose de venir sur le plateau pour présenter son film. Bellucci, je veux Bellucci. Tu annules Obama et l'Irak. Ok, d'accord. Et le comble, c'est ce calendrier des Guignols édité en 2015. Dans ce calendrier, chaque mois est annoté par la personnalité du mois. Sylvestre, Obama, Stromae. Oui, Stromae a eu sa marionnette, et oui, c'était nul à chier. Et ben sur celle de PPD, je n'invente rien, il est indiqué qu'il faut prévoir un plan à 3 avec la dépanneuse de scooter et la coiffeuse. Donc ouais, les Guignols savaient, ça me semble évident. Il y a qu'à voir certains parallèles entre certains sketchs et certains témoignages de victimes, c'est glaçant. Comme un prédateur sexuel qui obtient des faveurs sexuelles par surprise et congédie brutalement et sans ménagement les femmes après les avoir consommées. Dégagez-vous. Je l'ai repoussé. Il m'a congédié par ces mots. Madame, j'ai du travail. Bon, laissez-moi les filles, j'ai du travail là. J'aimais pas me retrouver toute seule dans la rédaction parce que je savais à coup sûr qu'il allait venir me caresser le cou, me mettre une main sur l'épaule, en me disant je t'inviterais bien à dîner quand même. Quand est-ce qu'on part en week-end? Je veux qu'on parte en week-end. Quand est-ce qu'on part en week-end? Il est temps de prendre du recul, de vous reposer. Dans ma maison en Bretagne ce week-end, par exemple. Elle lui dit clairement et à plusieurs reprises, de nombreuses fois, niette. Eh ben, il continue à la harceler, mais des dizaines et des dizaines de messages. Je n'ai pas dit que j'allais écarter François Hollande. Bah, va falloir, parce que c'est intenable, là, comme situation. Moi, je le supporterais pas, en tout cas. Et elle a dû changer de numéro, parce qu'il n'entendait pas son refus. Non, merci. Ce que je veux juste dire aux Français, c'est qu'aujourd'hui, je me sens prête. Mais moi aussi, je suis prêt. Le temps de boucler le journal et je vous raccompagne. PPDA avait pris l'habitude d'inviter des femmes dans les coulisses de son JT. J'ai vu des défilés, des jeunes femmes invitées par Patrick Poivre d'Arvor en studio. Non, Patrick attend quelqu'un, elle s'appelle machin, tu peux l'amener sur le plateau, ça te dérange pas? Je suis mis dans l'ombre sur le plateau. J'ai été conduite par une assistante sur le plateau du 20h. On m'a installée face à lui, derrière la caméra. Il les faisait s'asseoir en studio, sur un tabouret, au bout du studio, pendant 1 heure. Ils étaient dépersonnalisés. Ils n'ont même pas de prénom. Sache que sur cette chaîne, j'ai énormément d'influence. Je fais rentrer qui je veux. Tu vois les 3 filles stagiaires en régie? Eh ben, c'est moi, par exemple. Oui, je sais, j'ai parlé avec elle. Alors au final, que retenir de la marionnette de PPD? Qu'elle dénonçait la connivence entre les journalistes et les puissants à laquelle Poivre d'Arvor n'échappait pas? Qu'elle tournait en dérision la prétention et l'arrogance d'un présentateur voulant se faire passer pour un modèle de journalisme? Qu'elle exhibait les magouilles et les affaires dans lesquelles il s'est empêtré et que TF1 voulait taire? Des casseroles qui lui collent au cul encore et toujours? Qu'elle exposait déjà 15 ans avant MeToo le caractère de prédateur libidineux de son modèle? En tout cas, une chose est sûre, PPD n'a jamais cessé d'être Patrick Poivre d'Arvor. On peut pas imaginer qu'un garçon qui a eu autant d'histoires personnelles, autant de déboires et de difficultés diverses, soit toujours le présentateur d'un journal qui fait un téléspectateur sur 2. Donc au Guignol, eh ben le parallèle continue. Mais c'est au départ un personnage phénoménal. C'est marrant que vous me disiez ça, parce que ce matin, je me posais la question, je suis une ordure ou pas? Je doutais, mais maintenant que vous me le dites... Voilà, vous pouvez maintenant commenter cette vidéo, vous abonner à cette chaîne et reprendre une activité normale. Ah ciao, bon dimanche! Si cette vidéo sort le dimanche. Sinon, bonjour, bonsoir, je sais pas.